plus on donnait de l'information à l'intelligence artificielle sur notre processus humain, plus il était mélangé sur qu'est-ce qu'il fallait qu'il priorise et il y avait beaucoup d'hallucinations et il y a beaucoup de données qu'il finissait par oublier. Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'heure du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant social média et IA générative, mais avant tout passionné et curieux de l'univers média depuis plus de 15 ans. Dans un écosystème en perpétuelle transformation, comment les médias s'adaptent-ils? Comment se réinventer face aux nouvelles technologies et aux géants du numérique? Quel avenir pour l'information et ceux qui la produisent? Si ces questions vous intriguent, alors vous êtes au bon endroit. Deep Media, c'est un temps de réflexion et d'échange avec celles et ceux qui façonnent l'avenir du secteur. À présent, place à la deuxième partie de l'interview de Mélissa Hébert, directrice des plateformes digitales et de la croissance de l'offre numérique au sein de Télé-Québec. Bonne écoute! Donc, si on dit par exemple que Télé-Québec assume en tout cas une forme de contre-modèle face à TikTok, YouTube Kids ou Netflix Kids aussi, c'est quelque chose qui est assumé, c'est quelque chose qui est revendiqué ou c'est quelque chose qui va de sens par rapport à l'origine même de Télé-Québec? Oui, ben, qui est assurément un modèle différenciateur là, dans le contre-modèle, il y a le mot contre, enfin, on n'est pas contre ces plateformes-là, c'est vraiment, complémentaire. Ça fait déjà partie de la vie de nos publics, donc nous, on ne veut pas nécessairement les remplacer. On va être une option, qui est unique, qui a sa propre proposition de valeur, puis on espère que les parents vont adhérer à cette proposition-là, pour pouvoir faire évoluer leurs habitudes, tout en, continuant à être sur les plateformes de Netflix et de YouTube, qui là-dessus aussi, ça reste qu'il y a quelques référents communs de notre jeunesse. Donc, il ne faut pas faire comme s'ils n'existaient pas et ils sont là, ils vont continuer à exister avec des moyens très forts. Donc, on vise la complémentarité, avec une offre très forte et différenciatrice. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais eu l'occasion, la chance de voir Télé-Québec, est-ce qu'on pourrait parler d'un ou deux programmes qui sont vraiment emblématiques et notamment des programmes que vous avez à gérer dans les diffusions sur les plateformes numériques qui sont vraiment emblématiques à la fois de Télé-Québec et puis à la fois de cette promesse et puis d'une forme de performance, même si j'ai bien compris qu'on n'est pas sur un nombre de vues ou un nombre de clics, on est sur d'autres indicateurs, mais est-ce qu'il y a quelques programmes qui sont vraiment emblématiques de ce qu'est Télé-Québec? Oui, la première propriété que nous avons, c'est Passepartout. Je suis moi-même une enfant de Passepartout, donc c'était une émission qui est développée pour, un enfant environ de 4 ans, pour le préparer dans toutes ses sphères de développement à l'entrée à la maternelle, donc le début de l'école au Québec et cette émission-là a été, fort emblématique, tout le Québec connaît les chansons de Passepartout. Ça a arrêté d'être diffusé de façon traditionnelle dans les années 1990 et en 2019, l'équipe, contenu a fait revivre avec un succès fulgurant cette, marque-là. Donc pour les parents, Passepartout qui étaient devenus parents à leur tour, c'est vraiment notre marque fort. C'est un succès qui représente vraiment très bien ce qu'est Télé-Québec, c'est-à-dire une marque qui se soucie, qui adore ses enfants, mais une marque de divertissement. Donc l'enfant ne se rend pas nécessairement compte que c'est est très éducatif, là. Il fait juste embarquer dans cette proposition-là de façon naturelle. Et cette marque-là a été déployée, sous plein de formes, que ce soit expérientiel, événementiel, produits dérivés. Donc vraiment de faire partie de la vie des tout-petits et de leurs parents, mais de façon bienveillante et éducative. Donc c'est vraiment un marqueur générationnel, autant de ma génération, celle qui me précédait et même celle de mes enfants, présentement. Donc c'est vraiment notre premier succès qui fait la force de Télé-Québec. Un deuxième succès qui est dans une autre genre de consommation, c'est Ciné Cadeau. Donc c'est, une offre, pour le temps des fêtes, qui se fait en famille. Donc notre objectif est un peu de rassembler les familles, d'être, en co-visionnement familial et de créer des rituels. Et même chose, c'est quelque chose qui est existant depuis des années chez Télé-Québec. Donc notre, objectif est de transposer le rituel qui était devant la télévision en direct, de le transposer également en ligne avec une offre qui peut vraiment plaire à toute la famille. Et même chose, il y a quelque chose de très émotif autour des rituels, des fêtes en famille. On veut vraiment s'inscrire, là-dedans. Donc Ciné Cadeau est une marque, qui a plus, de 40 ans, qui, maintenant fait vraiment partie aussi des référents communs de Télé-Québec et même chose, qui se déploie non seulement à la télévision, dans le numérique, mais aussi dans la vie. Donc que ce soit en expérientiel et même, en chandail. Tout le monde aime son chandail Ciné Cadeau.
Alors c'est hyper intéressant parce que, par exemple, l'écoute conjointe qui semble être quelque chose d'historique à Télé-Québec, on voit que c'est une tendance, en fait, qui revient sur certaines plateformes. Je pense notamment à YouTube qui pousse de plus en plus à l'écoute conjointe et on se rend compte quand on regarde un peu les rapports de consommation de la plateforme que l'écoute conjointe commence à redevenir, en fait, un phénomène, et qui rassemble pas d'ailleurs que les familles, qui est aussi des groupes d'amis et cetera qui peuvent se retrouver là-dedans. Exactement. Donc c'est assez intéressant. Et c'est un besoin fondamental et on a fait de la recherche qualitative aussi sur, différents membres de la famille et cette écoute ensemble est vraiment un rituel qui est super important pour les parents. Oui, des fois qui voient leur adolescent quitter le nid familial de plus en plus, mais même pour l'enfant, c'est quelque chose qui l'ancre dans sa famille, c'est quelque chose auquel il tient, que ce soit le rituel du samedi soir, donc il y a vraiment quelque chose autour des rituels familiaux, en co-visionnement qu'en effet, le numérique se disait peut-être: «Ah, on s'en va vers une individualisation des écrans», mais non, c'est un besoin fondamental d'être ensemble et de regarder quelque chose ensemble. D'accord, non mais hyper intéressant en tout cas d'entendre, que ça revient et finalement que c'est quelque chose qui est assez historique, chez vous. Si on passe sur un volet un petit peu plus, technologique, dans ce podcast, on parle régulièrement, d'IA générative. On sait que c'est quelque chose qui dans le monde des médias voilà, imprègne assez fortement et se développe. Comment est-ce que ce sujet est appréhendé, et traité du côté de Télé-Québec et si oui, de quelle manière à l'heure actuelle? De plusieurs, façons. On a pris pour le premier parti pris là, que l'intelligence artificielle était davantage, un vecteur d'expérimentation, donc de pouvoir se permettre de faire des projets pilotes dont le but premier est d'apprendre. Donc, on trouve important chez Télé-Québec de comprendre ce qui arrive et d'expérimenter. Donc, concrètement, on a fait un premier projet pilote pour comprendre les impacts de la production audiovisuelle. Est-ce que tous les effets qu'elle allait avoir autour de ça en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, que ce soit sur les métiers, que ce soit sur les processus, que ce soit sur l'éthique, que ce soit sur la rémunération des artistes. Comme Télé-Québec, on est un joueur central de la culture québécoise. On ne peut pas juste se permettre de regarder tout ça d'un mode passif pour vraiment jouer un rôle, même de pouvoir, partager ces apprentissages-là avec l'industrie. On se l'est mis comme, devoir d'industrie justement. Parce qu'au final, notre objectif est quand même de préserver notre souveraineté, culturelle. Puis on sait que l'IA étant majoritairement entraînée sur des corpus anglophones internationaux, mais si on s'y engage pas activement, c'est notre langue, c'est notre humour, c'est nos références et nos expressions qui vont se diluer. Donc, pour en revenir à votre question, c'est donc très important pour nous d'expérimenter puis de voir ces effets-là dans la vraie vie. Parce que, il y a un an, on était beaucoup dans tout ce qui était théorique et là, on s'est dit: «Bon, on va passer à la pratique». Donc pour expérimenter tout ce qui était autour de la production, on a, décidé d'essayer de reproduire un épisode, d'un épisode pour enfants qui allait jamais être, diffusé, bien entendu. C'était vraiment seulement pour l'expérimentation. Donc, c'est des épisodes qu'on a en ligne qui s'appellent Lotus et Cali, qui, sont des apprentissages, par le divertissement du français et des mathématiques. Donc, on a pris la décision absurde, mais c'était volontaire, de donner le lead à 100 à l'IA. C'est une très mauvaise pratique de se donner le lead à 100 mais un peu en tout facteur étant égal par ailleurs, en nous faisant, donner le lead à l'IA, on voyait vraiment c'était quoi les hauts, c'était quoi les bas, c'était quoi les forces, les faiblesses. Donc, on a eu énormément d'apprentissage, dans cette, expérimentation-là. Le premier, c'est que en tant qu'humain, on ne réalise pas toujours toutes les couches qu'on rajoute dans notre processus de réflexion et là, c'était rendu clair avec l'intelligence artificielle. Lotus et Cali a une bible des personnages, a une culture québécoise. Il y a aussi un sens commun de ce qu'un enfant peut être exposé et ne pas être exposé, que l'IA n'avait pas toujours. Il y a tout ce qui est, éducatif aussi, le développement des enfants. Donc plus on donnait de l'information à l'intelligence artificielle sur notre processus humain, plus il était mélangé sur qu'est-ce qu'il fallait qu'il priorise et il y avait beaucoup d'hallucinations et il y a beaucoup de données qu'il finissait par oublier. Donc des fois, par exemple, on avait, un scénario qui était très éducatif, mais qui oubliait le sens commun. Par exemple, l'enfant faisait des graffitis. Un enfant ne fait pas des graffitis normalement. Donc c'est plein d'apprentissages comme ça.
Et en faisant ce projet-là qui, d'ailleurs, notre vidéo explicative de tous nos apprentissages devrait sortir au mois de février, on a pu l'utiliser comme vecteur de gestion du changement à l'interne aussi. Parce on peut pas être pour ou contre l'IA. Il faut vraiment juste s'intéresser parce que ça arrive comme une vague. Ça va vraiment bouleverser tous nos métiers. Donc oui, on peut avoir peur de l'IA, mais on est obligé de s'y intéresser, de voir c'est quoi les différents leviers et surtout l'impact qu'il va avoir. Donc c'est le parti pris qu'on a fait. Donc pendant tout le développement de ce projet pilote-là, on faisait des points de communication avec tous nos employés pour leur dire, ben voici ce qu'on apprend, voici les limitations, mais par contre, voici ce que ça nous permet d'accélérer, voici les questions qu'on se pose et d'avoir des discussions aussi. Parce que d'entendre les craintes de chacun, ça permet ensemble de grandir. Et les craintes de chacun sont aussi devenues des questions qu'on s'est posées à travers ce projet-là. Donc, l'IA, oui, comme terrain d'expérimentation avec cet exemple concret-là qui est devenu vraiment un exemple aussi de gestion du changement interne, mais externe aussi avec nos partenaires et quelques joueurs de l'industrie. OK. Oui, c'est ça, en termes d'outils et d'infrastructures, vous avez pris que des outils sur étagère ou vous développez des choses un peu en interne? Comment est-ce que ça s'est Pour ce matérialisé? projet-là, on a pris tout ce qui était, ce qui existait déjà. On a pris une multitude d'outils. En fait, on les a presque tous essayés D'accord, et on s'est rendu compte qu'il fallait pas s'attacher parce que ça va tellement vite que quand on commençait avec un outil, mais l'autre outil allait plus vite. Donc, juste dans la séquence vidéo, les premières secondes, c'est un outil, puis les dernières secondes, c'est un autre outil, puis on voit le gap en 6 mois qui est incroyable, hein. Le dernier segment est beaucoup plus, réaliste que le premier segment. complètement. Ça reste qu'on développe en effet d'un point de vue expérimental à l'interne, donc différents, chatbots ou RAG, pour, venir voir, un grand amont de données, pour poser des questions à ce grand amont de données-là à l'interne. On fait aussi plusieurs tests avec on exclut la personne à qui parle, mais des équipes, plus techniques et pertinentes, en termes de technologie. On voit aussi si on est capable de faire de la reconnaissance à l'écran, donc en vidéo. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran en temps réel? Ça nous permet de faire, du sous-titrage, mais aussi, ça nous permet de prendre plein de raccourcis techniques par la suite. Donc le parti pris, c'est de pas nécessairement savoir ce qu'on recherche, mais plus on creuse avec l'intelligence artificielle, plus on se crée des outils nous-mêmes et on tombe sur des perles sans nécessairement, l'avoir, prévu. Donc on fait aussi ce genre de tests et d'expérimentation à l'interne aussi. OK. Donc en gros, c'est-à-dire que les tests, on va dire éditoriaux paraissent quand même assez peu convaincants en tout cas, si, de manière générale. Par contre, peut-être effectivement pour de l'accessibilité, peut-être pour de la découvrabilité aussi parce que là, Télé-Québec, le sujet qui nous concerne, c'est quand même aussi de la plateforme, de la distribution. Donc ça peut être aussi des enjeux qui peuvent être, intéressants. Donc peut-être que l'IA plus dans ce domaine-là aurait peut-être un intérêt, un petit peu plus, pertinent, pour votre public et puis même pour, la mise en avant de tout le catalogue? Tout à fait et dans la gestion de certaines opérations aussi, ce qui nous permet de gagner du temps, même tout ce qui est administratif, comptabilité, mais aussi quelques étapes des fois de montage. On voit que là où l'humain ne peut être remplacé, ben, c'est justement la créativité puis l'ajout de toutes ces couches-là que notre cerveau traite Ouais. encore plus efficacement que l'IA. J'aime toujours dire à ce jour, là, je trouve ça rassurant pour l'instant, mais ça va tellement vite qu'on ne peut jamais rien prendre pour acquis. Et d'ailleurs, juste pour repréciser sur le test éditorial, parce que tout à l'heure vous disiez que entre le début de la séquence et la fin, il y avait eu un gap énorme, parce que c'est vrai qu'on a vu 2025 sur la gestion vidéo et images, il y a eu, une progression phénoménale. Juste pour qu'on se donne un ordre d'idée, en gros, le début du test a eu lieu à quelle période et la fin du test a eu lieu à quelle période? Juste pour qu'on puisse toucher du doigt un petit peu l'évolution fulgurante qu'on a connue en 2025. Oui, donc, ben, nos premiers tests, donc le début de la séquence, c'était fait avec, OpenAI et c'était en février. Et nos derniers tests ont été faits en juin avec Nano Banana et c'est Ouais, un effectivement. C'est 2 mondes. énorme saut. Et vraiment mais ce qui est intéressant aussi, c'est le côté visuel, a fait ce gros saut-là, mais tous nos tests au niveau du scénario, par contre, il y avait pas de gros sauts comme le côté visuel. Donc là où, il manquait, par exemple, d'humour, il manquait de fluidité, il manquait de conscience humaine dans les scénarios, là, il y a eu une progression beaucoup moins rapide que le côté visuel.
D'accord, intéressant et effectivement, ouais, en plus, on voit que le domaine de l'humour, alors, c'est qui est un domaine très particulier. Souvent, les LLM et les outils d'IA ont énormément de mal à gérer l'humour parce qu'effectivement, il y a tout un pan culturel qui est très puissant Exact. à devoir, incorporer et souvent, on a déjà vu plein de tests qui ont été faits, moi, j'ai vu des tests qui avaient été faits en Suisse, avec une station de radio qui avait essayé de faire ça avec, ça avait été un petit peu compliqué. Juste en interne par rapport donc à cet apprentissage de l'IA et cette, culture de l'IA, comment ça se passe auprès des équipes? Est-ce que les équipes sont formées? Est-ce que vous sentez qu'il y a une forme de réticence ou est-ce qu'il y a plutôt une forme de alors pas d'emballement, mais un enthousiasme par rapport au développement de ces technos? Comment ça se matérialise? Je dirais qu'on est vraiment sur une courbe normale, donc comme dans la population. Donc on a nos ambassadeurs, nos adoptants précoces qui sont, très contents avec, l'intelligence artificielle et ont vraiment dans une cour normale, donc plusieurs qui sont, à l'écoute, qui sont ni enthousiastes, ni détracteurs. Puis on a bien entendu des détracteurs aussi. Par contre, je dirais que ça se passe quand même bien parce qu'on voit cette vague arriver là avec énormément de veille sur le sujet aussi, d'exemples qui se font. Donc, on a un service de veille interne qui suit tout ce qui se passe. Donc, c'est sûr que quand tu es exposé à tout ce qui sort, tout ce qu'on voit, on 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 essaie de donner certains apprentissages, à l'ensemble de nos employés. On est en train de développer un programme de formation plus précis. On se rend compte que c'est pas nécessairement, quelque chose qui est généraliste. Chacun des métiers a une utilisation de l'intelligence artificielle qui peut différer, qui a des besoins distincts aussi. Donc, on est en train de monter ce plan de formation qui va différer selon les différentes expertises des équipes. OK. Donc, bon, c'est bien, c'est un sujet qui est appréhendé, progressivement, par les équipes et tant mieux et d'ailleurs, on va dire que cet apprentissage progressif, est-ce que ça donne des idées aussi? Alors, en termes de format, je dirais pas jusqu'en termes de format, mais on parlait d'accessibilité, par exemple, d'un format qui est sur le linéaire. Est-ce que l'IA peut aussi permettre peut-être de le travailler plus facilement à destination de plateformes, à destination ouais, de la diffusion sur le numérique? Est-ce qu'il y a aussi une réflexion qui est entamée en ce sens? Eh beh, c'est définitivement ce qu'on explore. Les différents outils ne sont pas à ce stade encore de ce qu'on voit, mais on voit les possibilités assurément. Après, ça va être de mettre, tout ça en projet, plus, structurant, mais il y a définitivement une belle possibilité de pouvoir accélérer ce formatage, puis, parce qu'on a tellement de plateformes à couvrir présentement avec des promesses de contenu qui sont super fortes. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça tout en respectant aussi, le le processus créatif de tous les artistes qui sont impliqués sur les projets. C'est la fin de la deuxième partie de cette interview de Deep Media avec Mélissa Hébert. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite et fin de cet échange où l'on va continuer d'explorer le futur des médias à l'heure du numérique. En attendant, pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous à ce podcast et mettez les commentaires et étoiles adéquates. Deep Media, c'est désormais une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration ainsi qu'un chatbot de veille IA et médias appelé IA Media Lab. Pour accéder gratuitement à ces deux outils, je vous mets les liens en commentaire d'épisode. Deep Media est un podcast autoproduit par Follow Me Conseil, agence de formation et conseil stratégique spécialisée en IA générative et social media. À très bientôt.